marche. Oui, bah Non, il n'y a aucun courage. Je le dis comme je le pense. En revanche, je suis estomaqué par la lâcheté de la plupart du personnel politique français sur ce sujet sur Gaza. Donc c'est en public, merci. Alors quand tout le monde recule et qu'on bouge pas de place, en gros on est en avant, donc c'est un peu courageux. Mais c'est pas, la question n'est pas là, en fait. Pourquoi avoir pris une position aussi forte et continue, surtout, à propos des crimes de guerre, voire du génocide qui est commis par l'État israélien dans le territoire israélien, pardon, dans le territoire de Gaza et de plus en plus en Cisjordanie, c'est-à-dire en Palestine occupée? D'abord, tu as pris une précaution oratoire que je ne prendrai pas parce que pour moi ce serait s'éloigner de la réalité. C'est un génocide. C'est un génocide qui se déroule sous nos yeux depuis maintenant 11 mois à Gaza et qui effectivement s'exprime d'une autre manière. Il faudra en parler autrement en Cisjordanie. C'est la plus grave ignominie que j'ai eu à observer de mes yeux depuis que je suis né. J'ai grandi dans un pays qui m'a vanté des valeurs humanistes, qui m'a dit que nous étions, nous Français, un exemple pour nombre de pays dans le monde, une magnifique démocratie qui sait toujours défendre les droits humains lorsque c'est nécessaire, qui sait aller dénoncer les exactions contre des humains dès qu'elles ont lieu quelque part. Et là, tout à coup, j'ai compris, même si j'étais plus complètement naïf, à 52 ans, on en a plus 20, j'ai compris que tout ça était un grand mensonge et que tout ce à quoi je croyais était beaucoup moins solide en réalité. J'ai vu dans l'hémicycle le cynisme de mes collègues. La lâcheté, je reprends le mot. Et je n'ai pas compris, je l'avoue, je n'ai pas compris. J'ai découvert autre chose de l'humanité que j'habite depuis plus de 50 ans, que je ne soupçonnais pas. Je pensais que nous étions à peu près à l'abri de la barbarie et j'ai constaté qu'en fait la barbarie, elle était là, en germe, prêt à jaillir tout autour de nous. Parce que quelqu'un qui est capable de se taire lorsqu'il voit des enfants qui sont écrabouillés, qui sont démembrés, qui sont décapités, qui sont brûlés, quelqu'un qui est capable de se taire, qui est capable d'aller ensuite passer sa journée comme si de rien n'était, ou qui dit tout simplement je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir, quelqu'un qui est capable d'être absolument indifférent à la destruction systématique, organisée, orchestrée, de dizaines de milliers d'enfants, de nourrissons, eh bien cette personne, je ne la considère pas comme une personne avec laquelle j'ai un commun valorisant. Donc tout à coup, mon univers s'est effondré. Les gens qui étaient sur les bancs de l'Assemblée, je ne parle pas bien évidemment ceux de mon groupe, mais ceux un peu autour, tout à coup j'avais honte de siéger avec eux. J'ai honte du pays dans lequel j'habite. J'ai honte de son expression politique. Et je trouve que c'est un test pour l'humanité fondamentale ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Que Gaza nous a séparés entre des gens qui ont une conscience, des gens qui croient en l'humanité et qui pensent que c'est la priorité absolue, celle qui, à la fin des fins, au-delà de toutes nos différences d'opinion, de goût, de culture, de modèles politiques qu'on imagine, eh bien, il y avait quelque chose, un commun qui nous réunissait tous, c'était ça. On ne tue pas un innocent, on ne tue pas un enfant. C'est inadmissible, c'est la barbarie pure. Et j'ai vu non seulement qu'il y avait une indifférence à ce qui se passait à Gaza, mais pire, qu'on m'expliquait qu'on devait faire un tri dans les vies humaines et que certaines étaient dénoncées, la mort de certains humains et certains enfants étaient dénoncés à très juste titre. Je parle bien évidemment des victimes des atrocités du 7 octobre qui nous ont tous effrayés et qui ont été dénoncés à juste titre. Et puis on nous expliquait que ce qui se passait à Gaza juste après, en revanche, n'avait pas d'importance. Donc j'ai découvert que le racisme, qui est encore très présent en France mais également dans d'autres pays, eh ben, il avait encore des effets très concrets. C'est-à-dire de considérer que la vie d'une personne, parce qu'elle est arabe, parce qu'elle est musulmane, finalement vaut moins que la vie d'autres personnes. Parce que c'est aussi un problème de racisme ce qui se passe à Gaza. À titre personnel, ma vie a changé depuis 10 mois. C'est pas que j'ai plus les mêmes priorités, c'est la continuité de tous mes combats. Tu sais, moi, j'étais reporter de guerre. J'étais journaliste, j'étais reporter de guerre, j'ai couvert des conflits. Et je m'étais toujours dit, pourquoi tu vas faire des conflits? J'ai fait la guerre en Irak, par exemple. Et je disais, je ne comprends pas la barbarie humaine, je ne comprends pas ce qui va pousser un individu à tuer son voisin. Comme on l'a vu dans des tas de conflits, les conflits de l'ex-Yougoslavie, etc. Tout à coup, il y a des amis, des voisins, ils habitent la même rue, les enfants jouent ensemble, et tout à coup, en quelques semaines, ça bascule, et on va se retrouver avec un type qui va aller en tuer un autre. Je ne comprenais pas ça. Et donc, c'est pour ça que pendant des années, je suis allé sur des terrains conflictuels pour essayer de comprendre tout ça. Ce qui se passe à Gaza, je l'ai jamais vu. Donc, l'indignation qui est la mienne, elle est la continuité aussi de quelque chose qui m'habite depuis longtemps. C'est toujours, je ne supporte pas la violence qui est faite à un individu innocent. Et si on se tait sur ce qui se passe à Gaza, on tue l'humanité. Donc c'est extrêmement important que nous soyons tous, nous qui sommes conscients de ce qui se passe, que nous soyons tous extrêmement mobilisés et audibles sur la question. Le cynisme de vos collègues députés, c'était quoi ce cynisme? C'est quoi qu'il y a derrière ce cynisme? Écoutez, je suis tellement écœuré. Moi, je vous dis franchement, j'ai perdu tout respect pour au moins la moitié de l'hémicycle. On parle de députés qui ont dit soutien inconditionnel à un pays dont on savait déjà qu'il était en train de tuer des innocents. Soutien inconditionnel à des entreprises délibérées d'élimination d'innocents. On sait tout ça. Ou alors on a des députés qui sont vraiment les plus nuls du monde, qui ne lisent aucun article, qui ne lisent pas Haaretz, qui ne lisent pas les médias indépendants israéliens, qui ne savent pas que l'intelligence artificielle est utilisée par l'armée israélienne en ce moment même pour aller cibler certaines personnes en sachant exactement le nombre de civils qu'ils tuent en même temps. Alors, il y a des ratios qui sont appliqués, 20 civils pour un type présumé du Hamas et ainsi de suite. Bref, des médias qui vous expliquent très bien que
c'est pas des dommages collatéraux, qu'ils travaillent avec tellement de précision, au contraire, qu'ils savent qui il tue, à quel moment il les tue et pourquoi il les tue. Bon, et quand, en sachant cela, on a quand même des députés qui disent non, droit à se défendre, soutien inconditionnel. Mais je dis mais c'est pas possible, c'est pas l'Assemblée de mon pays, c'est pas l'Assemblée dans laquelle je suis moi-même élu, parce que ce sont des gens qui soutiennent la barbarie. Comment vous expliquez ce soutien inconditionnel à l'État d'Israël, au demeurant gouverné depuis longtemps maintenant par l'extrême droite? D'abord parce qu'il y a un travail de lobbying très intense du gouvernement israélien, de ses différentes nuances depuis des décennies, à travers des relais politiques. On a des députés qui très clairement ont des liens très forts, qui vont parfois en voyage payés par des organismes qui sont censés justement faire la propagande d'Israël, qui vont en voyage sur place. On a également le rôle, j'ai encore me faire des amis, mais bon, je crois que j'en ai plus beaucoup en ce moment, en tout cas sur ce sujet, le rôle du CRIF. Il va quand même falloir un moment. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, si je ne me trompe pas. Ouais. Le CRIF aujourd'hui est devenu un relais de la droite raciste israélienne. Donc, comment se fait-il qu'une organisation qui est censée représenter les juifs de France, dès qu'il y a une exaction commise par le gouvernement israélien, et moi je fais complètement la différence, pour moi il n'y a pas de rapport entre un juif français et le gouvernement israélien, pour moi je ne vois pas le rapport. Comment se fait-il qu'un représentant du CRIF aille tout de suite sur un plateau pour dire mais pas du tout, ce que fait Israël c'est très bien, c'est tout à fait normal, comment ça a été condamné par un tel, mais ce monsieur est antisémite, cette dame est antisémite. Et le CRIF est responsable de la montée, d'une partie de la montée de l'antisémitisme en France, en faisant cet amalgame constant entre juifs, israéliens, soutien de Netanyahou, alors que tout ça n'a absolument aucun rapport. Pourquoi est-ce que la France, selon vous, ne fait pas comme l'Espagne ou l'Irlande ou d'autres pays à reconnaître l'État palestinien? Pourquoi, comme l'Afrique du Sud, ne dit-elle pas que ce qui se passe à Gaza est un génocide? D'abord parce que la France aujourd'hui est incarnée par certaines personnes qui n'ont pas envie de le dire. J'ai entendu hier, comme vous tous j'imagine, Dominique de Villepin. Nous ne sommes pas du même camp politique bien évidemment, mais je trouve qu'il a des positions admirables sur Gaza depuis bientôt un an. Je ne sais pas pourquoi, je dis que c'était lui le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, nous aurions une autre position française. Là aussi, derrière le soutien à l'État d'Israël, un jeu de soutien et de poussée de l'extrême droite en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays qui se joue. Parce qu'en fait, l'extrême droite a abandonné l'antisémitisme qui était dans sa nature, au moins apparemment. Elle fait mine de l'avoir abandonné, oui. Oui, pour se ranger totalement derrière les atrocités commises par l'État israélien. Oui. Il y a une stratégie de l'extrême droite, on le voit pas qu'en France, dans beaucoup de pays européens, qui consiste effectivement à devenir des soutiens inconditionnels d'Israël, alors que l'antisémitisme, on le sait très bien, fait partie de l'ADN de l'extrême droite, et officiellement aujourd'hui ils ont remplacé leur antisémitisme par l'islamophobie. Mais ça n'explique pas pourquoi la France reste aussi silencieuse. Si la France, c'est-à-dire le président, notre ministre des Affaires étrangères, notre diplomatie, c'est qu'il y a d'autres choses qui jouent. D'abord, je pense aussi qu'on a une classe politique à la tête de l'État, inculte. Ce sont des gens assez jeunes, une quarantaine d'années. Je ne sais pas ce qu'ils connaissent vraiment de l'histoire du Proche-Orient. Et puis ensuite, je pense qu'ils sont sous l'influence des États-Unis et qui n'ont absolument aucun courage, une fois de plus, pour essayer de prendre du recul par rapport aux pressions américaines, pour essayer d'avoir une voix forte, puisque la France a complètement, depuis à peu près la fin du mandat de Jacques Chirac, a complètement abandonné sa position historique, solide, qui est de défense du droit international dans la région. Vous avez publié une tribune dans laquelle vous disiez, en gros, vous écriviez « Le Front républicain, pour moi, c'est fini ». Est-ce que vous pouvez expliquer cette position surprenante? Elle est a priori surprenante, puisque je suis un adversaire de l'extrême droite depuis mon adolescence. Moi, j'ai été élevé dans les années Touche pas à mon pote, j'ai vu la montée du Front National, de Jean-Marie Le Pen, et j'ai vécu comme quelque chose d'absolument terrifiant lorsque j'avais 10, 12, 13, 14 ans, et que je voyais ses premières apparitions à la télévision, que je comprenais les liens qu'il avait avec effectivement le fascisme, avec les choses les plus horribles, le racisme, la xénophobie, la violence. Bref, j'ai donc été toute ma vie un militant forcené contre les idées d'extrême droite. C'est de dire, peu importe si en face de vous, vous avez un adversaire politique, quelqu'un dont vous détestez le programme économique, dont vous avez combattu dans l'hémicycle ou ailleurs les idées, à partir du moment où il n'est pas Front National ou Rassemblement National et qu'il est opposé à un candidat du Front National ou du Rassemblement National, vous allez privilégier son élection. Et c'est donc la reconnaissance qu'il y a quelque chose qui unirait toute une partie de la classe politique dans ce pays autour de valeurs, alors qu'on appelle républicaines, mais je trouve que le terme est très galvaudé parce qu'on peut mettre un peu n'importe quoi là-dedans, donc j'avais plutôt des valeurs humanistes. En fait, ce serait plus un front humaniste. C'est, malgré toutes les oppositions que nous avons sur du sujet essentiel, il y a un socle qui nous unit et qu'on doit rappeler dès que le néofascisme surgit. Bon. Donc ça m'est toujours apparu comme quelque chose de normal. Et puis c'est vrai que les événements des dernières semaines m'ont amené à considérer que le Front républicain, avec les partenaires de la droite que nous connaissons aujourd'hui, c'est donc les macronistes et les LR, peut-être qu'un jour ce personnel changera, qu'il se renouvellera et que dans ce cas ma réflexion évoluera à nouveau, mais que ceux-là, ceux qui ont trahi le vote des législatives, qui ont trahi leurs promesses du Front républicain en réalité, parce que le Front républicain, il n'était pas censé s'arrêter au soir du second tour. Le Front républicain, il a des implications. Une fois qu'on a la composition du nouvel hémicycle, le Front républicain est censé continuer. Ou alors ça n'est effectivement qu'un stratagème électoral. Et donc ne pas nommer un Premier ministre, Michel Barnier, et ne pas donner un Premier ministre, Michel Barnier. Mais le Front républicain nous a amené à faire des choses quand même qui ont demandé d'être très rigoureux dans notre morale, dans notre éthique, lorsque tout à coup, on accepte de dire au candidat du nouveau Front populaire, qui est un candidat LFI face à Elisabeth Borne,
de se retirer pour faire élire Elisabeth Borne, que nous avons combattu avec véhémence, notamment sur la loi des retraites. Une personne qui nous a insultés pendant 2 ans, qui a dit le pire de nous, que nous n'étions pas dans l'arc républicain, etc. Et néanmoins, si on ne se désiste pas, elle est battue. Bon, et Bref. alors Et donc, c'est pour dire, voilà, ça va très loin le concept. Effectivement, compte tenu des événements récents, ça peut paraître contre-intuitif, ça peut paraître paradoxal, mais moi, il m'apparaît aujourd'hui comme une priorité politique pour sauver la démocratie, précisément de dire, on annonce dès à présent qu'il n'y aura plus de fonds républicains pour sauver des candidats macronistes ou LR lors de prochaines élections, que ce soit des législatives ou que ce soit la présidentielle. C'est-à-dire que les gauches et les écologistes, s'ils vous suivaient, que la gauche et les écologistes, s'ils vous suivaient, ne voteraient pas au deuxième tour pour un candidat de la droite ou des macronistes, qui est à peu près pareil, Ouais, bah, oui. mais au risque de laisser Absolument. le candidat du RN l'emporter. Oui, en disant en tout cas, nous ne voulons plus être l'instrument d'une mascarade qui en réalité abîme désormais, ce n'était pas le cas forcément aux élections présentes, et encore que, on va pouvoir en reparler, qui abîme foncièrement l'exercice démocratique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait ces dernières campagnes électorales, qui nous a permis de mobiliser beaucoup de gens qui n'avaient pas voté aux élections précédentes, puisqu'on a eu un taux de participation très fort au deuxième tour, on a rencontré beaucoup de gens qui nous disaient non, moi je ne vote plus, ou alors je n'ai jamais voté, je compte pas voter. On les a mobilisés en leur faisant la promesse, que leur vote servirait à quelque chose. Et c'est des gens qui déjà avaient énormément de doutes sur l'efficacité des urnes. Les plus anciens avaient en mémoire 2005, le référendum sur le traité constitutionnel européen, et ils se souvenaient que leur vote avait été complètement dénié, complètement effacé par Nicolas Sarkozy 2 ans plus tard. Et ça avait déjà profondément abîmé la démocratie. Et donc là, on essayait de redonner espoir à tous ces gens. Et lorsqu'ils constatent aujourd'hui que le résultat très concret du vote, finalement, tu l'as dit Hervé, c'est un Premier ministre issu d'un parti qui a fait 6% aux législatives, qui a fait moins de 5% à la dernière présidentielle, qui n'a pas choisi d'observer le Front républicain, et c'est lui qui est en train de composer son gouvernement avec l'accord de l'extrême droite, celle-là même qu'on était censé combattre et battre tous ensemble, et qui d'ailleurs a été battue. Donc non seulement l'extrême droite a été battue, et c'est quoi sa récompense? C'est qu'elle est arbitre aujourd'hui de la composition du gouvernement. Donc c'est absolument sidérant. Donc, Mais ça veut dire que vous ne faites pas de différence entre M. Bardella et M. Barnier comme Premier ministre? alors, je fais une différence dans la personnalité, dans le parcours, dans le programme qui est défendu officiellement. Mais à partir du moment où on accepte de s'acoquiner, de se soumettre d'une certaine manière à l'extrême droite, de faire valider les noms de son gouvernement par l'extrême droite, eh bien on devient un complice, on devient collaborateur d'une certaine manière d'un glissement vers le néofascisme. Et on ne peut pas voter, on ne peut plus voter pour des gens qui sous le prétexte, une fois de plus, de dire on refuse le néofascisme, des gens qui en réalité s'en accoquinent très bien juste après le vote. C'est une trahison non seulement du pacte qu'on venait de signer, mais c'est une trahison également de tous ceux et toutes celles qui sont allés se déplacer aux urnes. Je ne dis pas qu'ils sont identiques, Barnier et Bardella, ils ne sont pas identiques, mais leur pacte en fait des alliés qui désormais fusionnent d'une certaine manière leurs agendas politiques. Vous n'avez pas l'espoir qu'un gouvernement Barnier, dont la fragilité est très grande, et va créer une instabilité politique qui permettrait éventuellement à la gauche et aux écologistes unis de jouer une partition progressiste? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce qui est en train de se passer, qui est un hold-up démocratique, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus une démocratie pleine, même si nous ne l'avons jamais été totalement, mais aujourd'hui, de manière très claire, Macron a choisi l'autocratie. Et je n'hésite pas même à dire que nous entrons désormais dans une dictature feutrée. Je dis à dessein feutré, puisque je ne compare pas ce qui se passe chez nous à ce qui peut se passer dans des dictatures qui ont été historiquement revendiquées et identifiées comme telles. On est dans une période où nous sommes tous encore parfaitement conscients de ce qui est en train de se passer. Et j'ai remarqué que il y a quand même une tendance à l'oubli dans l'électorat. On oublie que telle personne a été condamnée 5 fois, puis on lui accorde à nouveau sa confiance. On oublie qu'il y a eu un scandale démocratique il y a 6 mois, il y a 1 an, 2 ans. On oublie, puis finalement, on fait un vote qui ne correspond pas forcément à ce qu'il devrait être. Et donc c'est maintenant, au moment où c'est très frais, au moment où la violence politique est en train d'éclater devant nous, qu'on doit poser ça comme une règle très forte. En disant, je vous le dis maintenant, vous savez très bien pourquoi je vous le dis, et dans 1 an, je n'aurai pas changé d'avis. Puisqu'il y aura toujours des arguments qui pourront surgir pour dire, oui, mais quand même, nous, on n'est quand même pas aussi terrible que ça. Non, ça ne vaudra pas. Et c'est une manière aussi de dire aux macronistes et à la droite plus classique, de leur dire, vous qui avez compté sur ce stratagème pour rester au pouvoir, très honnêtement, la gauche l'a fait aussi à une époque. Mais là c'est-à-dire, on vous prévient tout de suite, laissez tomber, ça n'arrivera plus. Et je pense que on constate que la droite macroniste, moi je considère comme la droite libérale dure, je la considère pas du tout comme un centre, c'est complètement fou. Donc en tout cas, puis de toute façon macroniste LR en réalité c'est kiff-kiff. Bon bref, donc toute cette droite libérale, aujourd'hui, est écrabouillée dans le pays. Et qu'elle ne peut survivre que justement grâce à des moments politiques comme ceux-ci, qui sont des moments de trahison démocratique. Comment est-ce que votre position... Et que donc, je pense qu'il faut que nous créions les conditions pour que l'affrontement dans les urnes soit désormais entre l'extrême droite et les démocrates, c'est-à-dire le camp de la gauche et de l'écologie. Comment cette prise de position a-t-elle été reçue des écologistes? Je n'ai eu aucun écho. Personne ne m'a envoyé de message pour le commenter. J'ai vu sur Twitter la réaction d'un élu local de Génération, donc le mouvement qui doit être d'ailleurs ici, j'imagine, qui siège à l'Assemblée dans le groupe des écologistes, le mouvement de Benoît Hamon, et qui était très très critique, qui dit ça y est, Caron a basculé à l'extrême droite. Donc on était dans la caricature totale, même pas une caricature, c'est carrément le contresens complet de ma démarche, puisque ici, pendant qu'elle peut l'être, pour que les gens ne désertent pas les urnes. C'est-à-dire que votre hypothèse, c'est que quand la dissolution arriverait, d'ici 1 an, votre hypothèse, c'est que